Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière vu qu'on continue la série de vidéos qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le tour du monde livresque. L'idée est simple, c'est de lire des livres qui sont écrits soit par des auteurs et autrices d'une même nationalité, donc d'un même pays, ou alors plutôt d'une zone géographique et essayer grâce à ça, 1. De voyager à moindre frais, 2. De découvrir davantage d'auteurs, d'autrices, mais aussi d'autres types de littérature, d'autres thèmes en commun et de discuter de ce qui peut regrouper ou pas les livres d'une même nationalité, que ce soit dans les thèmes abordés mais aussi dans les procédés d'écriture, également mettre en avant les différences. Ce ne sera pas une analyse purement littéraire, mais on va aborder les œuvres d'une manière plus générale comme j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. Dernier point important grâce à ce tour du monde, ça permet aussi de découvrir davantage de choses à la fois par nos lectures, parce qu'on va apprendre des phénomènes de société, des légendes, contes, voilà. On va apprendre plein de choses sur les pays ou le pays dans lequel on pioche cette littérature, mais aussi en préparant cette vidéo, moi je me renseigne également sur l'histoire de ce pays ou de ces pays et j'essaie de vous le partager. Donc c'est parti pour le point numéro 2 de cette vidéo. Donc là j'ai décidé, comme vous l'avez vu dans le titre, de partir au Japon. Et donc le Japon, je ne vais pas vous résumer l'histoire du Japon parce que ça serait impossible. Et il y a plein de vidéos vraiment très sympathiques sur internet et notamment sur YouTube qui résument ça. Moi je me suis concentrée sur les grandes lignes de l'histoire du Japon parce que j'ai l'impression que c'est un pays que l'on connaît plutôt bien d'ailleurs, même si les différences culturelles qui peuvent exister entre l'Europe et plus généralement l'Occident et le Japon peuvent nous sembler difficiles à appréhender. C'est ça qu'on va retrouver dans la suite de la vidéo et donc notamment dans les livres que je vais mentionner. Ceci étant dit, le Japon, et je vous mets une carte, est un pays insulaire de l'Asie de l'Est, situé entre la mer du Japon et l'océan Pacifique, à l'est de la Chine, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord et de la Russie et au nord de Taïwan. Il faut savoir que c'est un pays qui n'a pas été colonisé et ça c'est fondateur dans son histoire, notamment dans son histoire international. Et donc de 1600 à 1867, c'est un pays qui est assez renfermé sur lui-même. Il n'y a aucun étranger qui n'avait le droit de pénétrer sur le territoire et aucun japonais et aucune japonaise n'avait le droit d'en sortir. Donc vraiment un pays fermé. Mais on est à l'époque, et notamment dans les années 1800, de développement florissant du commerce international et des échanges entre pays, notamment de biens. Et on a une pression des Occidentaux sur le Japon pour que ce pays s'ouvre davantage au commerce extérieur. Voilà, histoire somme toute classique. Et donc dès le 19e siècle, on va avoir à l'issue de cette pression occidentale, un Japon qui va participer de plus en plus aux échanges commerciaux, au point qu'il va devenir une puissance industrielle, notamment avec ce qu'on appelle l'ère Meiji, qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelle en histoire de l'économie la seconde révolution industrielle. Aujourd'hui, quelques données démographiques qu'on va pouvoir réutiliser dans la suite de la vidéo. Donc c'est un pays avec une très faible natalité et un taux de mortalité qui est plus élevé que le taux de natalité, ce qui fait qu'on a une population très vieille et comme on a une politique migratoire très contraignante, très à droite ce pays, et bien en fait on a une population qui risque de diminuer, ce qui est un problème du coup démographique mais aussi politique, notamment économique. Donc le Japon est un des États les plus riches et les plus développés du monde. C'est une puissance industrielle, économique, politique et membre du G7. Voilà un peu pour le survol de l'histoire japonaise. Voilà, vous trouverez encore une fois plus détaillé sur internet. Je vous laisse aller faire vos petites recherches. Et donc on va se focaliser sur le temps numéro 3 de cette vidéo, à savoir la littérature japonaise. Je tiens à remercier Jeannot ce livre, donc la chaîne YouTube, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa vidéo. D'ailleurs, je vous la mets également en description parce qu'elle a fait toute une vidéo dans laquelle elle revient sur cette littérature japonaise et notamment elle met en évidence les grands points communs qu'on peut retrouver dans ce type de littérature. Et donc elle fait vraiment un travail plus que complet en faisant un panorama de cette littérature et vraiment la vidéo est d'une qualité incroyable comme toujours. Et surtout ce qu'elle fait dans cette vidéo et que moi je ne vais pas faire parce que je n'ai pas les connaissances
et ça serait de la redite, et là il n'y a pas forcément besoin de ça, c'est qu'elle va reprendre ces grands points de la littérature japonaise et les associer à des moments historiques, des moments politiques, des moments économiques du Japon, et voir comment en fait la littérature va répondre à des besoins qui naissent de ces problèmes économiques, politiques, sociétaux, et comment ces problèmes ou ces situations-là vont venir également influencer, peut-être en retour, ou en tout cas dans une sorte de dialectique, la littérature japonaise. Par exemple, dans les années 1990, on a une énorme crise économique qui démarre avec le marché immobilier, puis les marchés financiers au Japon, et donc le pays va très très mal, on va pas là faire un cours, mais... Et donc, on a un besoin, ou en tout cas les lecteurs et lectrices japonaises veulent lire des livres où les personnages vont bien, donc on a des tranches de vie avec des personnages voilà, plutôt joyeux, etc. Et donc là, ça s'explique par le problème économique et politique qu'il y avait dans le Japon à ce moment-là. Donc je reprends à Jano ce livre, les 4 grands thèmes de la littérature japonaise qu'elle a mis en évidence. Et à partir de là, je vais vous présenter, moi, 5 livres qui m'ont marqué dans ma découverte de la littérature japonaise, et je vais essayer de prendre un livre pour vous présenter un point particulier de cette vidéo. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Donc je vous donne les 4 éléments, les 4 grands thèmes, et après je ferai dans le détail. Donc premier thème, ce que je vous ai dit, tranche de vie, histoire de personnages en plein questionnement, en plein bouleversement. Deuxième point, on a l'idée que les romans se passent dans la nature ou dans des lieux communs, publics, avec cette définition, je pense, du mot public qui doit varier entre le Japon et la France. Troisième grand thème que l'on retrouve dans cette littérature japonaise, c'est la question autour de la transmission du savoir, du savoir-faire, du sens de la vie, du travail manuel. Et quatrième point, des personnages assez seuls, solitaires. Vous allez voir, on va retrouver ça. On a quand même des livres, c'est ce qu'explique Jano, ce livre, un peu cocooning ou d'ambiance cocooning. Et c'est vrai qu'on retrouve ça de plus en plus dans la littérature japonaise, ou en tout cas, et là je tiens à faire ce petit disclaimer, en tout cas dans la littérature japonaise qui nous parvient jusqu'à nous, autrement dit de la littérature japonaise traduite en français, parce que je ne lis pas en japonais, pas du tout. Et donc il y a forcément ce prisme de la traduction, et ce prisme est un prisme très réduit parce que de tous les livres japonais écrits dans une année, certains sont choisis par des maisons d'édition pour être traduits en français, et parmi ceux-là, moi aussi j'opère un choix, donc vous voyez, c'est quand même très fragmentaire ce qu'on peut avoir comme savoir, en tout cas ce que moi je peux avoir comme savoir sur cette littérature japonaise. Et donc la classification qu'elle met en avant, et que là j'ai repris, c'est une classification qui moi me parle parce que je trouve qu'elle a du sens, je trouve que la justification dans la vidéo est intéressante, et surtout moi c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans la littérature japonaise au sens large que j'ai pu lire, et du coup dans les 5 livres que je vais vous présenter, et c'est vraiment flagrant comme ces 4 thèmes se retrouvent dans les 5 livres que j'ai à vous présenter de littérature japonaise. Et je trouve ça assez révélateur de ce qu'on peut du coup lister comme point commun à ces livres, et en même temps aller voir comment dans le détail ces thèmes ne sont pas abordés de la même manière ou ne donnent pas lieu aux mêmes réflexions, et c'est ça que je voulais mettre en avant avec ce concept de vidéo tour du monde. On y va. Premier thème. Je vous disais, le premier thème, c'est tranche de vie, histoire de personnages en plein développement, et j'ai choisi de vous présenter les dames de Kimoto, et je m'excuse pour mon accent parce que je ne sais absolument pas comment se prononcent les prénoms et noms de famille japonais, de Sawako Ariyoshi, et donc c'est traduit du japonais par Yoko Sim avec la collaboration d'Anne-Marie Soulek. Je vais vous faire à chaque fois un petit résumé quand même du livre, je vais vous donner mon avis, et après je vais vous expliquer en quoi d'après moi il illustre parfaitement le point mentionné. Donc en fait ici on va suivre l'histoire de 3 femmes de 3 générations différentes, et il me semble que c'est la mère, la grand-mère et la fille. Voilà, et du coup dans un Japon depuis la fin du 19e siècle, et grâce à ces 3 destins de femmes, on va pouvoir voir l'évolution de la condition féminine au Japon. Alors évolution pas forcément que dans un sens positif, donc il y a des progrès, il y a des avancées, mais il y a aussi des reculs,
recul, et notamment quand on adopte une vision intersectionnelle de la question, parce que le racisme est présent dans l'histoire du Japon, et donc cette question va se retrouver dans le livre. Il y a la question aussi des classes sociales qui va se jouer, et donc à l'entrecroisement de ces variables, on a des visions plus ou moins progressistes de génération en génération qu'on aborde dans le livre. Donc ce livre, pour mon avis général, j'avais bien aimé, j'ai trouvé que c'était une bonne introduction à cette littérature japonaise. Avant la vidéo que je suis en train de vous présenter, parce que on aborde la société japonaise à 3 périodes et aussi donc à 3 moments de son histoire. On entreaperçoit grâce à ça une partie de l'histoire moderne du Japon ou contemporaine, et j'ai trouvé ça intéressant pour en apprendre davantage. Je trouve que le prisme de l'histoire n'est pas incroyable, que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, voilà, 3 générations avec des femmes qui veulent des choses différentes à chaque génération, et ce côté banal ou pas extraordinaire de l'histoire, de l'intrigue, comme il est calqué dans la société japonaise, ça nous permet de partir d'un élément que nous on connaît bien pour pouvoir découvrir la société japonaise. Et en ça, j'avais bien aimé. Après, il se passe pas des choses incroyables dans le récit, il est pas très palpitant, c'est assez... Voilà, c'est la tranche de vie d'un personnage qui se pose des questions, de personnages au pluriel qui se posent des questions, et on est avec eux, et il faut pas en attendre beaucoup plus que ça. Et donc ça illustre parfaitement le point que je mentionnais pour cette raison. En fait, on est avec les personnages qui se posent des questions de modernité versus le passé ou la tradition, d'aussi, mais d'occidentalisation. Est-ce qu'on a envie d'avoir le mode de vie des occidentales en tant que femme occidentale ou pas? Voilà, c'est des questions qui se posent, et donc on va suivre leur passion, leur drame, leur vie, autour notamment de leur vie sentimentale. J'aime bien, mais après c'est vrai que pour moi ça ne me suffit pas pour faire un excellent roman. Mais je le redis, c'est une très bonne porte d'entrée à cette littérature japonaise, et c'est aussi pour ça que je vous le présente en livre numéro 1. Point numéro 2, ou grand thème numéro 2, les livres se passent très souvent dans la nature ou dans des lieux publics communs. Et là, je vais vous présenter un livre qui m'a beaucoup touchée, qui est le tome 1 d'une saga, et que je vais continuer cette saga là, je pense, dans les mois à venir. Il s'agit, et encore une fois, je m'excuse pour la prononciation, d'Azami d'Aki Shimazaki. Et en fait, dans ce livre, pour l'idée générale, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, parce que ça fait partie des 12 livres qu'on m'a conseillé pour mon challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Bref, et c'est un des premiers que j'ai lu, et sûrement celui-ci je l'ai chroniqué sur la chaîne. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si je retrouve la vidéo. Bref, passons. Dans ce livre-là, on a le personnage principal, le masculin, qui est un homme d'une quarantaine, cinquantaine d'années, qui vit un moment de sa vie conjugale assez compliqué, parce que pour lui, c'est pesant de ne pas avoir de relation sexuelle avec sa femme. Et il a une vie de rêve, d'après ses critères à lui, il est marié, il a des enfants, il adore son travail, il est journaliste, il me semble. Et un jour, il va re-rencontrer son amour de l'école primaire, je crois, et elle va devenir sa maîtresse. Voilà. C'est pas un gros spoil dans l'histoire. Et il y a plein de questionnements autour de ça. Donc ça revient déjà le point numéro 1. Pour mon avis, j'avais adoré, et vraiment. Et contrairement au premier livre que je vous ai présenté, en fait, dans celui-là, il y a quand même des intrigues, des péripéties, et j'étais prise dedans, et ça m'a vraiment happée. En fait, je voulais savoir la suite, et comme c'était court, il y avait plutôt un rythme haletant. Et pourquoi je l'ai aussi aimé? Pour une raison très particulière qui rejoint le point numéro 2 que j'évoquais là, et aussi le pourquoi de cette vidéo. En fait, ce qui m'a marqué à la lecture de ce livre, c'est comment un sujet qui était et qui est toujours très tabou en France, à savoir le sexe, était traité aussi librement dans la société japonaise. Alors librement avec plein de guillemets, mais en tout cas qui était traité différemment que dans notre société occidentale. Donc il y avait énormément mention des différents types de sexualité qui pouvaient y avoir dans un couple, et notamment de l'asexualité, ce qui est quand même quelque chose de peu connu et de tabou en France. Alors c'était pas appelé asexualité, c'était sexless, et le mot était pas traduit. Mais du coup c'était intéressant, et du coup ce monsieur qui est frustré de ne pas avoir de rapport sexuel avec sa femme va fréquenter divers lieux japonais, a priori accessibles à n'importe qui vont juste du cinéma rose où il peut regarder des films pornographiques à aller voir des prostituées. Et ce différent panel est mentionné, est codifié et inscrit d'une certaine manière. Alors
il faut aussi questionner cette certaine manière-là. Mais en tout cas, elle est inscrite dans la société japonaise, alors que c'est quelque chose de très tabou en France, et en tout cas que moi j'avais jamais vu exploré comme ça dans la littérature. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux communs, publics, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit qu'il faudrait peut-être questionner ce mot public, mais du coup de lieux communs, de lieux de sociabilité, alors ici c'était autour du sexe, mais qui était extrêmement important. Et le pourcentage de scènes qui se passaient à l'intérieur était vraiment minime, à l'intérieur d'un domicile de chez quelqu'un, notamment là de chez sa maîtresse. Et c'est vrai que ce personnage était tout le temps dehors, ou en tout cas hors de son domicile. Il était soit dans ces lieux en lien avec le sexe, soit dans des lieux publics plus communs, plus traditionnels, comme des bars, des jardins, etc. Très bonne lecture, vraiment je recommande ce livre-là. Je crois que les livres de cette saga sont indépendants les uns des autres, je crois. Troisième grand thème, l'idée de la transmission, des questions autour de cette transmission, notamment du savoir, du savoir-faire, du sens de la vie, du travail manuel. Et là, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas encore chroniqué sur cette chaîne, mais qui a été une très bonne lecture. Pareil, une lecture faite dans le cadre du challenge 12 livres inspirés par 12 amis, puisqu'il s'agit de Auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro. Je dois préciser que c'est le seul auteur de cette liste qui est anglophone, il est japonais, puis après anglais, il me semble, il a été naturalisé. J'ai pas cherché le pourquoi du comment, mais sachez que ce livre est du coup écrit en anglais et que peut-être que le prisme est différent lié à la traduction. Donc dans Auprès de moi toujours, que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Et en fait, la plupart de ces livres, je les ai à minima bien aimés. J'ai pas eu de déception pour le moment en littérature japonaise et je suis vraiment très contente. Et ça change, c'est un vrai contraste avec la vidéo précédente Tour du monde où j'étais là dans le monde arabe et où les 3 livres que j'avais lus étaient un petit peu des déceptions. Ben là, je suis contente de vous présenter une vidéo où j'ai quasiment que des bonnes lectures à vous recommander. Passons. Donc dans Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, c'est difficile de le résumer parce que le livre est construit d'une certaine manière où en fait on a une narratrice, en l'occurrence Cathy, je crois, qui est peu crédible, elle sait pas tout, et nous on sait pas tout, et du coup on comprend pas tout ce qu'elle nous dit, et c'est vrai que ça crée une relation avec la narratrice assez particulière, et les révélations, elles, lui arrivent par petites touches, et nous quand on a compris la révélation, en fait on fait un travail intellectuel où on se remémore ce qu'on a lu, précédemment dans le livre évidemment, et ça prend une autre dimension, il y a comme un sens caché qui se révèle et ce qui change notre expérience de lecture. Et j'ai pas envie de faire un résumé trop spoilant. Donc le début, on a un groupe de jeunes qui vit dans une sorte de pensionnat dans la campagne anglaise et on les retrouve plus tard et ils font des dons. Et Cathy, notre narratrice, est leur accompagnante. Je vous en dis pas beaucoup plus, je sais pas comment résumer, je trouve ce livre sans vous faire perdre encore une fois l'élément important qui est en fait les révélations et les thèmes abordés. Mais ce que je peux vous en dire de plus détaillé, c'est que vraiment c'est question de transmission entre les professeurs et les élèves. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Alors là, il y a un but très précis de ce qu'on cache aux enfants pour la suite de l'intrigue, mais qu'est-ce qu'on leur dit ou qu'est-ce qu'on leur dit pas? Et du coup, qu'est-ce que nous, narrateurs, on sait ou on sait pas? Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était hyper important et c'est ce que je vous disais. En fait, si je vous spoil ces éléments-là, je trouve que le livre perd quand même de sa saveur et de ses éléments de surprise. Mais il y a tout un truc dans ce livre, il y a tout un gros passage du livre qui, là, je peux vous en parler parce que même si ça s'insère dans ces éléments de surprise, déconnectés comme ça, vous n'allez pas, ça va pas gâcher en fait la surprise ou les révélations du livre. Il y a vraiment des questions autour de l'art et du travail manuel et à quoi ça sert de faire du travail manuel. Ces questions autour du travail manuel, est-ce que c'est une forme d'accomplissement en soi, comme le travail intellectuel? Et si oui, est-ce que ça a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on peut les mettre sur le même pied d'égalité? Ou est-ce que le travail manuel est un vecteur pour pouvoir s'accomplir intellectuellement, s'accomplir, notamment avoir une vie plus heureuse? Et je trouve que ces questions sont hyper bien menées dans cette œuvre-là et c'est vrai que c'est... Alors c'est pas un thème que j'ai jamais vu en littérature occidentale, mais là c'est quand même très important dans l'œuvre de Kazuo Ishiguro, ou en tout cas dans Auprès de moi toujours. Franchement, il a tellement frôlé le coup de cœur ce livre que j'étais obligée de vous le présenter dans cette vidéo.
spécial sur la littérature japonaise. Dernier grand thème, c'est des personnages assez seuls. Et là, le livre parfait qui illustre ça, c'est La fille de la supérette de Sayaka Murata et c'est traduit du japonais par Mathilde Tamae Bouon. Et donc ici, on a Keiko qui est une jeune célibataire de 36 ans, qui travaille comme vendeuse dans un combini, donc c'est des supérettes japonaises ouvertes 24 heures sur 24, et elle est très seule, elle est célibataire, mais ça serait pas si grave que ça. Enfin, c'est pas grave si elle avait d'autres réseaux de solidarité et de sociabilité, ce qu'elle n'a pas. Elle n'est pas du tout proche de ses parents, elle vit toute seule, elle n'a pas d'amis, elle ne pense qu'à son métier et ses collègues de travail. C'est des relations, ce qu'on appelle des liens faibles, elle les côtoie, mais elle n'est pas... c'est pas une relation intense, quoi. Elle n'est pas très proche de ses collègues. Et donc vraiment, le livre est traversée par la solitude de Seiko, de ce personnage. Elle va finir par rencontrer un autre jeune homme qui travaille dans cette supérette. Et on pourrait se dire que ça va être le moment où elle va sortir de cette solitude. Et en fait, ça n'a fait que se renforcer, cette solitude. Évidemment, relation toxique derrière, vous me voyez arriver. En fait, dans ce livre, ce qui était hyper intéressant, c'est à quel point Seiko, ce personnage-là, est très mal vu par les autres personnes. Et c'est un peu une figure de rejet pour les autres personnages, alors qu'elle illustre quand même un élément central de la société japonaise. Comme je vous disais précédemment, quand je vous parlais du Japon, on a une population très vieillissante, on a un taux de natalité qui est très faible, une population qui diminue, et donc on a énormément de personnes qui se retrouvent aussi seules. Et cette figure de rejet, qui peut se comprendre comme figure de peur, de personnification de la peur dans cette société. Ici, elle nous illustre du coup un élément central de cette littérature japonaise, mais aussi de cette société japonaise et en fait même plus largement de notre société actuelle. Et je ne pouvais pas faire une vidéo, en tout cas à mon sens et avec mes connaissances sur la littérature japonaise, sans mentionner, après Kazuo Ishiguro, qui a eu le prix Nobel de littérature, Murakami quand même, qu'on ne présente plus. Moi, je n'ai lu que Kafka sur le rivage et j'en suis toujours... Voilà, je suis restée là-bas. Je sais pas, j'en ai pas lu depuis et rien que la couverture me fait flipper, me renvoie à ce que j'ai ressenti. C'était une expérience de lecture et en fait il est tellement connu, un peu comme figure de représentation de la littérature japonaise. Et d'ailleurs, il a tellement de succès que des traducteurs et des traductrices se sont intéressés à l'effet qu'il pouvait avoir sur la langue japonaise. J'ai lu Kafka sur le rivage, c'est un livre très particulier. En fait, on a un adolescent qui s'appelle Kafka qui va quitter le domicile familial à Tokyo pour échapper à une malédiction. Et de l'autre côté, on va suivre un vieil homme amnésique qui s'appelle Nakata, qui a le pouvoir de parler aux chats. Et leurs deux destinées vont se mêler, et ils vont vivre des aventures, et c'est perché, vraiment. C'est même pas perché le mot, c'est onirique. Et je trouve que c'est le bon adjectif parce que il y a des moments où ça frôlait le rêve. En fait, c'est cette sensation assez impalpable, peut-être même indescriptible, d'être dans un rêve. En fait, tout ça n'est tellement pas réel que ça peut pas être autre chose qu'un rêve parce que c'est pas de la science-fiction ou de la fantasy. Je sais pas si je suis très claire en disant ça. Cette impression assez poisseuse du rêve, un peu du somnambule, voilà, m'a pas quittée tout au long de la lecture et j'en ressors avec cette sensation-là. Et pour moi, c'est un monument en fait de la littérature japonaise, cet homme. Et en plus de ça, pour moi, il regroupe aussi tous les 4 grands thèmes que j'ai abordés dans cette vidéo. Parce que bon, les lieux dans la nature, ça, on a pas mal de descriptions dans la nature ou dans des lieux publics. J'ai une scène dans le restaurant de bord de route qui a quand même marqué dans ma tête. On a donc des tranches de vie, des histoires de personnages en plein questionnement. Ben voilà, Kafka qui quitte le domicile pour échapper à la malédiction lancée par son père. Des personnages assez seuls. Le vieux monsieur, clairement, c'est cet archétype-là. Et la transmission qui va se passer entre ce vieux monsieur et cet adolescent. Et pour moi, il était un peu symbolique, même si tous les autres livres que j'ai présentés remplissaient les 4 thèmes, mais celui-là me semblait être un double symbole de cette littérature japonaise, en tout cas à mes yeux encore débutants. Alors voilà pour ce panorama de la littérature japonaise. J'ai remarqué d'ailleurs que c'était une des nationalités des auteurs et des autrices qui arrivait
arrivé en 3-4e position quand je regardais à la fin de l'année dans mon bilan des nationalités des auteurs et autrices. Et du coup, c'est une littérature qu'on voit vraiment de plus en plus. Il y a des titres qui sont des best-sellers en France notamment. Et j'avais envie du coup de faire un focus et de regarder ce que moi j'avais pu lire. Et là, je vous présente 5 livres, ce qui est plutôt rare d'ailleurs. Et en fait, je me rends compte avec cette vidéo à quel point cette littérature est quand même plus facilement repérable et identifiable que peut-être d'autres littératures. Et en fait, avec ça, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo, c'est un pays qu'on connaît bien, mais aussi mal en même temps, et où peut-être c'est plus facile de se rendre compte des différences culturelles qu'avec, par exemple, un autre pays plus proche, à la fois géographiquement, mais aussi culturellement et historiquement que nous. Je pense par exemple aux États-Unis. Et aussi peut-être que ces livres sont facilement identifiables avec ces grands thèmes dans la littérature japonaise, parce que c'est peut-être ça qui plaît au lecteur et à la lectrice française, et donc c'est ça qu'on va choisir pour être traduit et publié en France. Donc c'est un peu la question de l'œuf ou de la poule, je sais pas trop. En tout cas, moi je sais que c'est une littérature qui me plaît beaucoup, et je vous mets à l'écran quelques titres de livres que je voudrais lire prochainement dans cette littérature japonaise. Alors prochainement, tout doucement, dans les mois à venir, ça sera pas d'ici fin 2024, mais voilà, vous risquez de voir arriver ça prochainement. J'ai bien aimé aussi vous présenter des anciens livres que j'avais lus, et pas que des livres que j'avais lus dans le cadre de cette vidéo, parce que moi, ça change un petit peu de ce qu'on a pu voir, que ça soit sur cette chaîne ou sur internet au sens plus large. Bref, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de me soutenir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Je vous mets un petit emoji si jamais vous savez pas quoi mettre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir!